Écoutez, vous avez abordé chacun un aspect que je trouve intéressant du modèle d'affaires des festivals. Euh, je pense entre autres au modèle, on a vu dans les dernières années à quel point les quotidiens, la presse écrite a vécu beaucoup de difficultés parce que le développement des contenus, que sont les journalistes, était supporté par une activité qui était étrangère au développement de contenu, qui était les revenus publicitaires. On voit la même chose un peu avec l'industrie du disque, hein, où les ventes de disques ne suffisent plus puisque les gens peuvent pirater. Quelles sont vos réflexions sur, effectivement, le développement du contenu? Comment on fait pour rester actuel et pertinent, mais également au niveau du financement? Je me permets de noter que dans une étude privée qui avait été commandée à la Chaire de tourisme en 2004, on s'apercevait que le financement, effectivement, de nos festivals et des événements, les grands, était, on pourrait penser qu'on est très généreux au Québec et qu'on finance beaucoup plus de festivals à une importance plus grande. Or, dans les faits, on est un petit peu en bas de la moyenne de ce qui se fait en France et aux États-Unis et même en Grande-Bretagne. Donc, comment vous voyez l'avenir, sur une raison peut-être de 5 et 10 ans, du développement de ces festivals-là que vous pilotez, également des grands événements, dans un contexte où je pense probablement que le financement est en train de se métamorphoser, mais également comment on fait pour rester pertinent après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 43 ans? Bon, au niveau du financement, je peux me permettre. En fait, un événement comme le nôtre, tout le monde met de l'argent pour une raison. Okay? Le public vient, met de l'argent parce qu'il a un produit en contrepartie du montant d'argent qu'il a mis, il est content, il est heureux. Tu as des commanditaires qui sont là parce qu'il y a du monde qui sont là et qui achètent des billets pour entrer. Donc, il y a du monde, ils sont contents, ils mettent leur argent parce qu'ils ont de l'achalandage, parce qu'ils ont de la visibilité et que l'événement devient pour eux un véhicule intéressant. Et enfin, le gouvernement, en fait l'État, qui, lui, va mettre de l'argent pour aussi sa propre raison, parce qu'il y a des retours parafiscaux. Et les démonstrations ont été faites amplement dans les dernières années, et même au début, dans les années, début des années 2000, au moment où je ne suis pas arrivé, mais je pense que le ministère des Finances a décidé de prendre en charge l'idée de valider des méthodologies sérieuses, rigoureuses sur les retombées économiques et touristiques de nos événements. Il y a eu des études, et ces études-là se font de façon régulière et font la démonstration que les gouvernements, que ce soit surtout le provincial et le fédéral, ont des retours parafiscaux, c'est-à-dire des retours sur les taxes, sur le fait que nous existons. Et ça, le gouvernement le fait parce qu'il lui revient de l'argent. Juste pour le 400e anniversaire de Québec, dans l'étude de retombées économiques qui a été faite, bon, il y a eu 500 millions de retombées économiques touristiques globales, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que les deux paliers de gouvernement qui avaient investi 40 millions chacun ont récupéré presque l'équivalent du 40 millions qu'ils avaient investi en retour parafiscal. C'est sûr que sur l'ensemble du Québec, en 2008, on a dit que le 400e avait eu un effet aimant sur le public et donc il y avait eu moins de gens. Donc, dans la balance globale du Québec, peut-être que c'était moins... Ça a été égal, mais il reste que la démonstration de l'existence de cette festivité, de cet événement-là, a eu un impact direct dans les coffres de l'État. Et ça, et c'est ça qui fait l'équilibre, finalement, il faut qu'il y ait du monde. Et s'il y a du monde, il y a des commanditaires. Puis s'il y a du monde, il y a des commanditaires, il y a de l'argent qui retourne à l'État. Fait que c'est cette espèce d'équilibre-là qu'il faut essayer de soutenir sans le rendre déséquilibré, là, si je peux appeler ça, si je peux m'exprimer comme ça. S'il y en a trop d'un bar, ça devient complètement privé, donc tu ne fais plus rien gratuit dehors, parce que c'est important, toute la notion d'animation dans les rues, l'animation gratuité, parce que ça génère encore beaucoup plus de touristes, et que tout le monde vraiment trouve son parti là-dedans. Hein? Merci. Bien, le modèle d'affaires, je l'expliquais un petit peu tantôt, c'est sûr qu'il est en péril, mais c'est rare qu'on ait un modèle d'affaires où on donne le produit gratuitement et que ça rapporte à tout le monde. Bon, il y a des journaux, tu donnes l'exemple des journaux qui étaient en difficulté, mais des journaux comme Voir, qui sont donnés gratuitement, et les autres qui ont suivi, et qui se payent par la publicité. C'est un peu ce modèle-là qu'on avait développé au niveau du spectacle avec les festivals, dans la mesure où on allait chercher le gros de nos revenus en commandite, 50 % de nos budgets, en offrant le produit gratuitement et donc en attirant des millions de personnes, ce qui donnait une valeur aux commanditaires. La réalité économique d'aujourd'hui fait que l'équation, on n'arrive plus à s'en tirer avec seulement 20 % de financement gouvernemental. C'est un fait qu'ailleurs, nos concurrents sont plus subventionnés, ont souvent plus de recettes aussi de billetterie. On a des concurrents aussi qui se développent maintenant au niveau commercial. Nous, c'est des festivals sans but lucratif qui sont d'abord nés avec des intentions culturelles.
On a plein de gros festivals partout dans le monde qui sont partis par des gros promoteurs privés et qui ont accès aux très grandes vedettes. Je pense particulièrement à la concurrence que ça peut faire à un festival comme le Festival d'été qui vraiment va chercher des grosses vedettes internationales, le Festival de jazz, pour qui c'est important d'avoir quelques blockbusters. C'est sûr que la capacité d'attirer ces grosses vedettes-là, quand c'est des shows produits par les plus grosses multinationales du spectacle qui ont accès directement à ces artistes-là et qui ont une capacité de leur offrir des millions, ça fait monter les enchères. C'est pas évident. On voit aussi comment, quand on parle des retombées économiques qu'on a générées, des études que le Rémi a faites, quand on parle d'un demi-milliard de retombées, puis les retombées fiscales spécifiques aux touristes qui sont au-delà de 100 millions, ça a allumé bien du monde partout, bien des États, des villes aux États-Unis, en Europe. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais on a chaque année 2-3 délégations de n'importe où, de Rio, Tokyo, Beijing, qui viennent avec le maire, le pro-maire, je sais pas, puis ils viennent prendre des photos, puis ils partent avec les programmes. Puis, pour maintenir notre avantage stratégique, il faut trouver des formules. Puis j'ai l'impression que, tu sais, je regarde le dernier budget Bachan qui nous indique un peu une voie vers comment je pourrais dire, des taxes un peu dédiées ou des recettes. Et déjà, on a commencé à Montréal et à Québec avec le 3 % sur la taxe sur l'hôtellerie, qui est une taxe dédiée, dont une partie est réinvestie dans les événements. Il va falloir peut-être regarder de ce côté-là, à augmenter ça, peut-être parce que de nos concurrents, c'est là qu'ils vont chercher le plus de leur financement. Mais il va falloir trouver des solutions parce que ça s'en vient vite. L'année prochaine, on va avoir une baisse de plusieurs millions de dollars de nos revenus. Et dans quelle direction ça va, tout ça? Vous dites, est-ce que vous allez devenir des festivals généralistes avec des blockbusters? Est-ce qu'il y a une espèce... Est-ce que vous allez perdre cette notion-là, je dirais, artistique et culturelle? Comment vous entrevoyez ça, l'avenir? Que sera le festival de jazz dans 10 ans? Non, du tout, parce que justement, la crédibilité qu'on a, la crédibilité face aux médias puis face au public, ça a une valeur. Ça a une valeur à laquelle les commanditaires veulent s'associer aussi, mais qui, justement, ce n'est pas perçu comme des événements uniquement commerciaux. C'est perçu, puis justement, il y a une vocation de vulgarisation de la culture, une vulgarisation une capacité d'accessibilité pour les jeunes, les communautés culturelles, les gens qui ont d'argent. C'est des phénomènes sociaux aussi. Il y a toute une autre envergure que l'envergure touristique. Mais au niveau du choix du touriste pour aller voir un festival, c'est sûr qu'il y a les vedettes, là. Des grosses vedettes, c'est sûr que ça attire. Mais le festival en soi développe une clientèle qui est amateur de certains types de musique, comme ce soit le jazz ou les francopholies, et qui vient pour la personnalité, la nature, le côté sympathique de l'événement, de son accueil, de son aménagement. Dans la question, tu dis comment... en fait, moi, j'ai toujours vu... ma fonction de gestionnaire, soit d'événements ou dans le culturel, de la même manière. C'est-à-dire que c'est des vases communicants. Tu fais des choses qui vont être plus fortes sur le plan populaire, qui va te rapporter de l'argent, que tu vas pouvoir investir dans les trucs qu'on considère plus de la profondeur, plus des trucs culturels ou plus... Je l'ai toujours fait de cette manière-là, ça a toujours marché. Et le meilleur exemple de ça, c'est au 400e, il y a eu un sondage à l'automne 2008, puis on avait demandé aux gens qu'est-ce que vous avez le plus apprécié pendant le 400e. Et de façon égale, les gens ont dit qu'il y avait les deux choses qu'ils avaient aimé le plus, c'était le Moulin Images et Paul McCartney. Alors là, tu sais, on voit tout de suite que les gens sont venus voir un gros show, sont venus voir des gros shows, mais sont venus apprécier surtout un grand projet artistique qui, au départ, voulait rien dire, où les gens n'avaient pas de référence. Mais sauf que cet élément-là vient faire la démonstration que si tu investis comme il faut dans des éléments qui sont bicéphales, c'est-à-dire que l'expérience du touriste, là, il se fait de différentes manières. C'est-à-dire que tu vas l'attirer avec un morceau de sucre, mais si tu n'as rien à y offrir autour, son expérience va rester juste à l'échelle du show qu'il a vu. Mais s'il réussit à vivre autre chose autour, que ce soit la promenade Samuel de Champlain à Québec, où c'est très beau d'aller se promener, où il va voir le château, puis il va voir aussi le Moulin Images ou une autre prestation du Soleil gratuit, là, il y a une expérience touristique qui est fabuleuse, là, qui fait en sorte qu'on veut répéter l'expérience. C'est vraiment la notion de qualité, mais dans tous ses sens, là. Merci.